À Berlin, nous souhaitons la bienvenue au président de l'Ukraine, cher Volodymyr, très chaleureusement ici à la chancellerie fédérale de Berlin. Nous nous sommes rencontrés juste après mon entrée en fonction à Kiev avec Emmanuel Macron, Keir Starmer et Donald Tusk. Je me réjouis que tu aies accepté aujourd'hui mon invitation à venir à Berlin. Le peuple ukrainien résiste depuis plus de 3 ans à la guerre d'agression russe. Ils défendent leur vie, leur pays et notre liberté commune. Au prix de grands sacrifices, ils défendent également la sécurité de l'Europe contre le révisionnisme militant de la Russie. Nous partageons la douleur du peuple. Nous sommes à tes côtés, cher Volodymyr, et nous remercions le peuple ukrainien pour ce qu'il accomplit. Nous aidons le peuple ukrainien. Nous continuerons à aider ce pays et nous le ferons aussi longtemps que cela sera nécessaire. De notre échange d'aujourd'hui, nous avons retenu 5 points que je souhaiterais vous présenter brièvement. Premièrement, la guerre a transformé les relations entre l'Allemagne et l'Ukraine. Nos sociétés se sont rapprochées, mais il en va de même pour nos gouvernements. Presque tous les ministres du gouvernement fédéral travaillent aujourd'hui en étroite collaboration avec leurs collègues ukrainiens. Nous souhaitons renforcer encore cette coopération et c'est pourquoi, d'ici la fin de l'année, nous organiserons pour la première fois depuis de nombreuses années des consultations intergouvernementales germano-ukrainiennes. Deuxièmement, bien sûr, l'agression militaire russe marque profondément les relations entre Kiev et Berlin, mais elle ne doit pas tout éclipser non plus. C'est pourquoi nous réfléchissons ensemble à un avenir au-delà de la guerre. C'est pourquoi, à la suite de cette déclaration à la presse, nous allons discuter et échanger avec des représentants de l'économie allemande sur les perspectives économiques d'avenir. Le potentiel pour une coopération économique plus étroite entre l'Ukraine et l'Allemagne existe bel et bien. Les sujets sont évidents: énergie, infrastructure, construction, agriculture, génie mécanique, technologie médicale et bien d'autres secteurs. Nous voulons exploiter ensemble ce potentiel dans un esprit de partenariat. Enfin, mesdames et messieurs, troisièmement, nous avons aujourd'hui discuté en profondeur de la manière dont nous pouvons faire avancer les efforts diplomatiques en faveur d'un cessez-le-feu. À ce sujet, Volodymyr, tu as été très clair, personne ne souhaite la paix plus que l'Ukraine elle-même. Kiev, la ville, est prête depuis des semaines à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, le gouvernement à Kiev également. L'Ukraine est prête, dans la prochaine étape, à engager des discussions techniques avec la Russie, quel que soit le lieu, que ce soit au Vatican, à Genève ou dans tout autre endroit tiers. Nous, Européens, sommes prêts à soutenir ces discussions et je sais que je partage cette position avec nos partenaires à Paris, à Londres, à Varsovie, à Rome, à Helsinki, à Bruxelles et dans de nombreuses autres villes d'Europe. Nous comptons également sur le soutien des États-Unis, dont l'engagement demeure indispensable pour des négociations réussies. Je tiens ici à remercier expressément le président américain pour son engagement personnel au cours des dernières semaines. En revanche, Moscou joue la montre. Le document de position pour les négociations que le président Poutine a promis il y a plus d'une semaine se fait toujours attendre et les attaques aériennes massives, notamment sur la ville de Kiev ce week-end, ne parlent pas le langage de la paix, mais celui d'une guerre d'agression brutale. C'est une gifle pour tous ceux qui luttent pour un cessez-le-feu, en Ukraine même, mais aussi en Europe et aux États-Unis. C'est pourquoi nous allons continuer à accroître la pression sur la Russie. Nous le faisons pour affaiblir la machine de guerre de Moscou. Mais nous le faisons aussi pour ouvrir la voie à des négociations. Je le dis au nom de la République fédérale d'Allemagne, dans ce contexte,
nous ferons tout pour que Nord Stream 2 ne puisse justement pas être remis en service. Quatrièmement, nous avons également parlé aujourd'hui du soutien militaire de l'Allemagne à l'Ukraine. Je vais m'en tenir ici à ne pas entrer dans les détails, mais je peux dire ceci. Nous poursuivrons notre soutien militaire et nous allons le renforcer afin que l'Ukraine puisse continuer à se défendre contre cette agression russe, aujourd'hui comme à l'avenir. Et je voudrais, dans ce contexte, souligner quelque chose de nouveau. Nous finançons une part considérable de la couverture Starlink du pays et nos ministres de la Défense vont aujourd'hui signer une déclaration d'intention concernant l'acquisition de systèmes d'armes à longue portée issus de la production ukrainienne appelée Long Range Fires. Il n'y aura aucune restriction de portée à cet égard. L'Ukraine pourra ainsi se défendre pleinement, y compris contre des cibles militaires situées en dehors de son propre territoire. C'est le début d'une nouvelle forme de coopération militaro-industrielle entre nos pays, qui recèle un immense potentiel. Et enfin, cinquièmement, nous menons notre travail commun avec une boussole très claire. Nous voulons que les armes se taisent en Ukraine. Nous voulons une paix durable pour l'Ukraine et nous voulons la sécurité pour toute l'Europe. Nous voulons tout cela dans le partenariat le plus étroit possible avec nos amis en Europe et aux États-Unis. Cher Volodymyr, encore une fois, un grand merci d'être venu aujourd'hui en Allemagne. Je tiens à te remercier personnellement. Je veux remercier le pays, remercier le peuple, remercier ton gouvernement. Je veux remercier tous ceux qui ont accompli cet engagement incroyable au cours des 3 dernières années et demie. Et il faut le redire, nous sommes fermement aux côtés de l'Ukraine. Merci beaucoup. Cher Friedrich, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs, chers journalistes, merci pour les discussions d'aujourd'hui. Il est très important que nous travaillions réellement ensemble pour rapprocher la paix et offrir plus de sécurité à nos peuples. Et il est important que nous nous efforcions d'être dans cette démarche aussi. Pourriez-vous nous accorder une seconde? Je crois que la traduction ne fonctionne pas. Oh, vous n'aviez pas de traduction? Et toujours pas? Maintenant, vous l'avez? Non, nous ne l'avons pas non plus. On vérifie? Donnez-nous une seconde. D'accord. La technologie allemande. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'accord, c'est bon, on y va. Traduction, OK? Maintenant, ça marche? C'est sûr? Oui, c'est sûr. Bien, Friedrich. Cher Friedrich, qu'est-ce que je viens de dire? Soit Friedrich. Moi, cher Friedrich, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs, journalistes. Merci. Et je te remercie encore une fois pour ta visite avec nos amis. Ta visite à Kiev a été très importante. Et le soutien est important, en particulier le soutien aux Ukrainiens en Ukraine. C'était un signal important. Nous avons parlé de beaucoup de choses et nous sommes mis d'accord sur de nombreux points. Aujourd'hui, notre rencontre ainsi que les négociations sont également très importantes et concrètes. Il est important que nous travaillions ensemble pour rapprocher la paix et aider notre peuple en leur apportant plus de sécurité. Nous nous efforçons d'être aussi efficaces que possible dans ce domaine. L'Allemagne compte parmi les leaders mondiaux dans le soutien à l'Ukraine et à l'ordre mondial fondé sur des règles, et ces règles doivent être préservées afin que la vie normale des gens soit également préservée. C'est précisément de cela que nous avons parlé aujourd'hui, de notre diplomatie commune, de notre sécurité commune, des projets communs entre l'Ukraine et l'Allemagne. Donc tout d'abord, il s'agit de rapprocher la paix. Nous avons discuté en détail des possibilités diplomatiques actuelles et de la situation des négociations. Le monde attend déjà depuis plus d'une semaine que les Russes rédigent leur soi-disant mémorandum. De quoi ont-ils besoin pour arrêter de tuer des gens? Tout le monde attend. Pour l'instant, ils n'ont rien inventé de nouveau et diffusent dans l'espace médiatique des répétitions de leurs anciens ultimatums.
L'Ukraine estime qu'il ne doit y avoir aucune condition préalable à un cessez-le-feu. Et c'est ce qu'il faut faire de manière inconditionnelle et le plus rapidement possible. Je remercie l'Allemagne pour son soutien à cet égard. Nous ne devons jamais oublier quelle est la cause première de toute guerre agressive, y compris celle que la Russie mène contre l'Ukraine, contre le peuple ukrainien. C'est le désir absolument criminel de tuer des gens et de détruire des vies. La Russie doit renoncer à ce désir. Et pour que cela se produise réellement, il faut exercer une pression sur la Russie. Toutes les formes de pression qui les obligeront à ressentir les conséquences de ces actes honteux. C'est pourquoi il est nécessaire de continuer à renforcer les sanctions contre la Russie pour cette guerre. Le prolongement de la guerre doit devenir douloureux pour Moscou. Et c'est possible. L'Allemagne nous soutient dans ce travail visant à renforcer les sanctions. Merci. Deuxièmement, il s'agit de la sécurité. L'Allemagne a beaucoup fait pour renforcer notre défense antiaérienne et nos forces de défense. Des milliers de vies ont déjà été sauvées grâce à cela. Vous voyez tous ce que fait Poutine. Chaque nuit, des attaques massives de drones d'attaque. Les Russes utilisent des dizaines de missiles de croisière, des missiles balistiques, des centaines de drones. C'est pourquoi, simplement pour protéger la vie dans nos villes, nous avons besoin d'un soutien constant en moyens de défense antiaérienne. Il existe désormais des accords très importants avec l'Allemagne en matière de défense aérienne pour nous. L'Allemagne nous soutient en permanence, y compris avec des missiles pour la défense antiaérienne. Je voudrais remercier pour cela. Je tiens à souligner que c'est précisément ce type de soutien qui prive le terrorisme russe de tout sens. De même, lorsque nous parlons d'un nouveau soutien en armement pour notre armée, d'une portée accrue pour nos militaires, nous parlons de la manière de priver de sens les actions offensives russes. Tant que Poutine continuera d'espérer dans ses offensives, ses frappes, ses assauts, il évitera une véritable diplomatie. C'est précisément pour cela que nous avons besoin d'une coopération défensive accrue de tous en Europe et de l'Europe avec les États-Unis d'Amérique. C'est précisément pour cela que nous avons besoin d'une portée suffisante. C'est précisément pour cela qu'il faut être sûr du financement de notre armée et de la résilience de l'Ukraine. C'est précisément pour cela qu'il faut utiliser les avoirs russes gelés. L'Allemagne peut nous aider en cela. Troisièmement, les productions conjointes. Je me réjouis qu'aujourd'hui, il y ait de nouveaux accords entre nos États concernant des projets communs. Nous ne divulguerons pas publiquement tous les détails, mais aujourd'hui, nous avons des accords sur des investissements, la production en Ukraine, notamment d'armes. Il s'agit de la production de drones. C'est ce qui permet de protéger le plus efficacement la vie de nos soldats. De plus, les représentants de nos gouvernements ont signé des accords sur notre coopération, sur la construction et le développement des sites de production. Aujourd'hui, nous allons rencontrer avec Friedrich, Monsieur le Chancelier, et des représentants du monde des affaires allemands. Il est fondamentalement important pour nous, en Ukraine, que les entreprises allemandes soient tout aussi fortement impliquées dans la reconstruction de l'Ukraine que l'Allemagne soutient de manière significative notre défense en temps de guerre. Nous avons convenu aujourd'hui, comme Friedrich l'a déjà mentionné, de relancer le format intergouvernemental Ukraine-Allemagne à notre niveau de président et de chancelier afin que nos résultats communs soient significatifs. Merci Friedrich, merci l'Allemagne. Gloire à l'Ukraine. Les principaux expéditeurs vont embarquer dans l'avion. Ah oui, bonjour. Ah, monsieur le chancelier fédéral, qu'en est-il maintenant du Taurus ? Vous vous êtes pourtant tellement engagé pour cela dans l'opposition. Nous, en tant que presse ukrainienne à Berlin, pensions vraiment que ce n'était qu'une question de temps. Alliez-vous réussir à vous imposer dans cette coalition? Allons-nous la prendre? Et Monsieur le Président, j'ai aussi une question pour vous. Vous avez parlé des investissements dans l'armement ukrainien ainsi que dans la production d'armes légères, mais quand cela sera-t-il réaliste? Autrement dit, quand est-ce que nous recevrons réellement ces armes? Car le temps presse. Merci. J'ai indiqué qu'il y aura cet après-midi une déclaration d'intention
entre les deux ministres de la Défense pour renforcer la coopération dans ce domaine. Nous voulons permettre l'accès à des armes à longue portée. Nous voulons également permettre une production conjointe et nous ne parlerons pas publiquement des détails, mais nous allons intensifier notre coopération. Mais avant tout, nous nous efforcerons d'équiper l'armée ukrainienne de tous les moyens qui lui permettront réellement de défendre le pays avec succès. Et c'est ce que nous discutons et approfondissons également de manière intensive lors de nos entretiens. Merci pour les questions. Nos deux parties signent les documents pertinents qui permettront le financement de ces nouveaux projets. Ces nouveaux projets existent déjà. Nous voulons simplement qu'ils soient disponibles pour nous dans la quantité dont nous avons besoin. Aujourd'hui, les premières étapes de financement seront réalisées entre nos pays. Bonjour, Nina Hauser de DW, le diffuseur international allemand. Monsieur le chancelier, vous ne souhaitez pas entrer dans les détails, mais pouvez-vous au moins nous dire d'où proviendra l'argent destiné à soutenir l'Ukraine dans l'acquisition de ces armes à longue portée? Envisagez-vous également, par exemple, d'utiliser les avoirs russes gelés? Et, Monsieur le Président, si je peux me permettre, l'OTAN organise un sommet très important le mois prochain. Avez-vous été invité? Et selon vous, qu'est-ce qui ferait de ce sommet un bon sommet? Nous avons déjà conclu des accords importants l'année dernière au niveau des pays du G7 concernant la gestion des avoirs russes gelés. Les intérêts générés par ces avoirs gelés sont systématiquement prélevés par les autorités compétentes. Cela représente à lui seul un volume d'environ 50 milliards d'euros pour continuer à soutenir l'Ukraine. Merci. Le cas échéant, nous reparlerons de ce sujet lors du prochain sommet du G7. Mais je peux dire, au nom du gouvernement fédéral, que nous continuerons à soutenir l'Ukraine avec d'autres moyens financiers cette année et en 2025. Et nous nous préparons également à prévoir dans les futurs budgets fédéraux que nous devons encore adopter, par exemple celui de 2026, des fonds appropriés pour l'Ukraine. Nous faisons cela afin de permettre le plus haut niveau d'efficacité possible dans l'acquisition de systèmes d'armes. C'est pourquoi nous souhaitons également établir une coopération, y compris dans la production, et les discussions à ce sujet sont en cours et se poursuivront. Nous avons également déjà discuté de certains détails aujourd'hui, mais là aussi, je vous demande de comprendre que ce sont des sujets que nous devons d'abord aborder entre les deux gouvernements. Nous avons reçu des signaux de la part de nos partenaires concernant la participation de l'Ukraine au sommet de l'OTAN. Mais nous aimerions, tout comme vous, avoir une conversation absolument ouverte avec nos partenaires. Il est important de savoir quelle sera la participation de l'Ukraine et quels résultats cette participation au sommet apportera à l'Ukraine. Je pense que c'est juste et honnête. À mon avis, si l'Ukraine n'est pas présente au sommet de l'OTAN, ce sera une victoire pour Poutine, mais pas sur l'Ukraine, sur l'OTAN. La décision appartient donc à nos partenaires. Merci. Autrement dit, une langue étrangère. Oui, merci. Tetiana Logunova, chaîne de télévision Inter. J'ai une question pour les deux dirigeants. Monsieur le Président, je voudrais vous interroger sur la possible prochaine série de négociations de paix. Le représentant spécial du président des États-Unis a annoncé qu'elle pourrait avoir lieu à Genève et au plus haut niveau, c'est-à-dire avec la participation des présidents de la Russie, de l'Ukraine et des États-Unis. Cette rencontre est-elle en préparation? Sous quelles conditions préalables pourrait-elle avoir lieu? Et a-t-on déjà décidé qu'elle se tiendrait à Genève? Et j'ai également une question pour Monsieur le chancelier fédéral. Les pays européens, en particulier l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ont toujours souligné leur volonté de participer aux négociations de paix.
Mais pour l'instant, il semble plutôt que les discussions se déroulent uniquement entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. L'Europe est-elle désormais exclue et ne fait qu'apporter son soutien, ou bien l'Ukraine représente-t-elle, en quelque sorte, la position européenne commune? Je l'ai clairement dit tout à l'heure, nous soutenons tous les efforts visant à permettre la tenue de nouveaux pourparlers. Ces discussions avaient d'ailleurs été promises, même lors du premier cycle des soi-disant discussions techniques qui ont eu lieu à Istanbul. Mais comme l'a dit le président Zelensky, cela fait maintenant de nombreux jours que nous attendons la déclaration promise de la part de la Russie. Et il n'y a absolument aucune volonté de la Russie d'engager une quelconque discussion ou de mener ces pourparlers où que ce soit. Je suis très reconnaissant au président Zelensky d'avoir même déclaré qu'il était prêt à discuter sans aucune condition préalable. Et bien entendu, nous proposons que nous, Européens, participions à ces discussions. Nous faisons cette proposition conjointement avec la partie américaine, mais l'essentiel est qu'il y ait des discussions, tout simplement. Et je tiens à le souligner une fois de plus. Il n'a vraiment manqué ces derniers jours et semaines d'aucun effort diplomatique pour engager des discussions. Quiconque affirme encore sérieusement que nous n'avons pas assez investi dans la diplomatie n'a manifestement pas voulu prêter attention à ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. Jamais du côté européen il n'y a eu autant de diplomatie dans ce conflit que durant ces 3 dernières semaines. Et cela en très étroite coordination avec le président Zelensky, en étroite coordination avec le président Trump. J'espère que la Russie le voit et qu'elle prend au sérieux notre volonté d'engager des discussions, d'aboutir à un cessez-le-feu, d'ouvrir des pourparlers de paix à tous les niveaux. Si elle ne le fait pas maintenant, elle prouve ainsi à l'opinion publique mondiale qu'elle n'a en réalité aucun intérêt sérieux pour des discussions et qu'elle souhaite poursuivre cette guerre par des moyens militaires. Nous voulons mettre fin à la guerre. Nous voulons tout faire pour que le monde entier oblige la Russie à mettre fin à la guerre. Nous travaillons véritablement en alliance. Comme l'a dit Friedrich, nous sommes en dialogue permanent et nous en parlons très ouvertement. Ce n'est pas parce qu'il y a des secrets entre nous, c'est simplement que nous avons beaucoup de contacts entre nous. Parfois, nous ne rendons même pas publiques nos conversations. Entre nous, entre l'Ukraine, l'UE, les Européens, entre de nombreux pays, entre les États-Unis, nous en parlons beaucoup chaque jour et nous sommes prêts. Autrement dit, ce n'est pas la plateforme qui est un dogme. Le dogme, c'est le résultat, la fin de la guerre. Voilà ce que nous voulons, c'est pourquoi nous sommes ouverts à tout format. Pour que la Russie ne dise pas une fois de plus, eh bien, nous n'en avons pas vraiment envie. Vous voyez maintenant quels sont les reproches. Nous ne voulons pas vraiment que ce soit un événement imposé par les pays occidentaux au Vatican ou à Genève, ou peut-être encore à Istanbul, ou peut-être pas à Istanbul. Ils chercheront constamment des raisons de ne pas mettre fin à la guerre, même si, pour être honnête, cela ne semble pas très sérieux. Ils ne veulent pas aller dans la Genève neutre, ils veulent aller dans un pays de l'OTAN, en Turquie. Vous voyez, n'est-ce pas ? Donc la question n'est pas de savoir de quel pays il s'agit, ni à quelle alliance il appartient. La question concerne uniquement la voie choisie, uniquement leur volonté de gagner du temps. Ils cherchent constamment des raisons pour repousser le format qui permettrait de mettre fin à la guerre. Et pourtant, tout le monde souhaite au moins un cessez-le-feu comme première étape. Faisons-le. Je pense que cela ne peut se faire que sous la pression. Sinon, ils ne veulent tout simplement rien faire. Et nous attendons avec impatience des mesures de sanctions. Nous attendions vraiment qu'ils présentent leur agenda, ce dont ils ont besoin. Oui, un cessez-le-feu, puis un agenda pour la rencontre des dirigeants. Nous attendions cela avant l'échange. Ensuite, ils ont parlé d'un agenda ou d'un mémorandum. Qu'y a-t-il là-dedans? Je ne sais pas ce qu'ils vont inventer, ce sera immédiat. Polytonte, juste après l'échange, nous ne terminerons pas de notre côté les droits. Nous avons été en contact avec les Russes. Monsieur Fischer. Oui, ils ont dit que cela arriverait, mais nous n'avons jamais vu cela se produire. Normal? Nous avons interrogé les États-Unis d'Amérique, ils attendent aussi, tout le monde attend.
Il ne faut pas attendre. Prenez des mesures plus sérieuses. Un instant, s'il vous plaît, attendez. Michael Fischer, agence de presse allemande. Monsieur le chancelier fédéral, lorsque vous étiez à Kiev à la mi-mai, vous avez menacé le président russe de sanctions. Vous lui avez donné un ultimatum pour respecter ou imposer un cessez-le-feu. Rien ne s'est passé depuis lors. Qu'attendez-vous encore? Quand ces sanctions seront-elles mises en place? Et une question supplémentaire concernant la production d'armes à longue portée en Ukraine. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce une question de financement ou s'agit-il également de la livraison de composants, d'un soutien technique de l'industrie de l'armement ou peut-être même de la Bundeswehr sur place? Et Monsieur le Président, à propos des sanctions, à quel point êtes-vous déçu que ces sanctions supplémentaires qui ont été annoncées à Kiev n'aient pas encore été mises en œuvre? Et aussi concernant les armes à longue portée, si elles sont désormais produites en Ukraine. Dans quelle mesure dépendez-vous encore de la livraison de telles armes par des partenaires européens ou américains? En d'autres termes, avez-vous encore besoin du Taurus? Monsieur Fischer, nous avons, depuis ma visite à Kiev, il y a 2 semaines et demie, mis en vigueur le 17e paquet de sanctions de l'Union européenne. Le mardi suivant, cela avait été préparé depuis longtemps, mais la mise en vigueur de ce paquet de sanctions dépendait du résultat de notre visite et du fait que, malheureusement, il n'y a pas eu de volonté du côté russe d'aboutir à un cessez-le-feu. Ce paquet de sanctions a été mis en vigueur. Parallèlement, les travaux sur un 18e paquet de sanctions sont déjà en cours. Nous menons à ce sujet des discussions avec l'Amérique. Vous savez que le gouvernement américain et le Congrès américain sont en dialogue intensif l'un avec l'autre au sujet de nouvelles sanctions venant des États-Unis. Nous accompagnons ces discussions. Elles sont également menées de manière intensive avec ma participation. Et troisièmement, aujourd'hui, nous avons une première étape. Aujourd'hui, nous faisons un premier pas vers une coopération appropriée dans la production d'armes à longue portée avec l'Ukraine, entre l'Allemagne et l'Ukraine. Et ce sera une coopération également au niveau industriel qui pourra avoir lieu aussi bien en Ukraine qu'ici en Allemagne. Nous ne donnerons pas d'autres détails à ce sujet pour le moment. Mais partez du principe que le refus de la partie russe, de mener des discussions, le refus de respecter un cessez-le-feu, a désormais de réelles conséquences. Et nous tirons désormais ces conséquences chaque jour avec les 3 mesures que je viens de décrire, ainsi qu'avec d'autres. Donc, dire qu'après ma visite ici, nous nous serions simplement contentés d'attendre d'autres réactions de la Russie est faux. C'est le contraire qui est vrai. Nous sommes activement en train de préparer ensemble d'autres mesures. Merci pour la question. Vous savez, j'ai récemment parlé avec des journalistes en Ukraine. J'ai eu une conversation assez confidentielle et la question des sanctions y a été soulevée. J'ai partagé les informations dont je disposais de la part de nos services spéciaux, de nos services de renseignement. Et je leur ai montré que nous comprenons tous que l'économie russe commence à ressentir l'impact des sanctions. Mais en réalité, leur armée, qu'ils financent très généreusement, ne commencera à ressentir cela qu'à partir de l'année prochaine, vers juin à l'été 2026. Et c'est très long pour nous. Nous ne voulons pas nous battre aussi longtemps. Nous ne voulions pas nous battre dès le début, mais c'est très difficile. Personne ne veut des années de guerre. Que faut-il pour que l'économie russe le ressente plus tôt? D'autres paquets, des paquets puissants de sanctions. Alors il sera possible d'accélérer la réduction du soutien financier à l'armée russe de la part de leur direction. Cela peut être rapproché au maximum. L'introduction de sanctions plus sévères contre le secteur énergétique russe sur les composants de nombreux pays, y compris les pays occidentaux. Et il y a le secteur privé qui fournit des composants pour la fabrication d'armes à longue portée à la Russie. Cela concerne les missiles, les drones. Pour cela, il faut des sanctions fortes. C'est indispensable.